Alors, c'est bon, je peux commencer? On n'a pas besoin d'attendre le lien ou bien ça. Oui, vas-y, j'ai partagé le lien, donc peut-être ça va servir de base pour Ouais. après. Ok. Donc, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est une introduction à Node.js. Comprendre les fondamentaux de Node.js. Pour l'art de la chose, je pense qu'on doit, pour mieux comprendre Node.js, je pense qu'il est important pour nous de comprendre ce qu'est Node, pour avoir des fondations solides. D'accord? Parce que comprendre l'essence du techno nous permet de mieux résoudre les problèmes que nous rencontrons dans cette techno. Voilà, on a tendance souvent à apprendre des trucs. Je me rappelle que quand j'ai appris Node, je l'avais appris en 4 heures. Il y a des problèmes que j'ai rencontrés, etc. Donc voilà, ça c'est un petit conseil en même temps que je profite pour donner. Donc, qu'est-ce que Node? On va commencer par ça. On va essayer de comprendre Node. Donc, il y a une présentation à Node.js ici. J'ai essayé d'écrire quelque chose là-dedans. Donc, vous avez la possibilité de regarder. Donc, Node.js, c'est pas un langage. On a tendance à penser peut-être que Node.js est un langage, mais Node.js c'est pas un langage, c'est un environnement d'exécution pour JavaScript. Donc, il est basé sur le moteur V8 de Chrome. Donc, on va parler un peu du moteur V8 de Chrome, pourquoi un moteur et tout, etc. Il a été créé en 2009 par Ryan Day. Donc, son simple but, c'est de pouvoir exécuter le JavaScript en dehors du navigateur. C'est pas, voilà, un nouveau langage et tout. Et voilà. Donc, limite, quand on apprend Node.js, si vous connaissez bien JavaScript, si on veut se baser sur des métriques ou un pourcentage, on dira que vous êtes entre 80 et 90%, on va dire, de la connaissance de Node. Parce qu'il va juste servir à exécuter du code JavaScript. Donc, pourquoi un environnement d'exécution? Pourquoi un moteur d'exécution? On a parlé de moteur V8. Et pour ça, c'est très important de mettre un point d'honneur sur le fonctionnement du JavaScript en lui-même. Donc, savoir c'est quoi le JavaScript et tout. Parce qu'on a tendance souvent à apprendre le JavaScript et on se dit, voilà, c'est le langage quand on est côté client. Quand on est côté client, on a dit c'est le langage, on peut faire des manipulations de DOM, voilà, avec des documents HTML, etc. et tout. Mais il faut vraiment dissocier ça. Donc, on a JavaScript qui a été créé, inventé pour ajouter de l'interactivité dans les navigateurs. Donc, depuis le temps, c'est ce qui se passait. Il faut comprendre qu'il y a JavaScript, le langage en lui-même, qui a été après standardisé par ECMA, donc qui ont défini des standards pour le langage de base. Le langage de base, ça concerne les variables, le code asynchrone, la gestion des objets, les boucles, les conditions, etc. Et chaque navigateur qui, à ce moment, se charge d'exécuter le JavaScript a un moteur d'exécution. Donc, on a le moteur le plus répandu, qui est le V8 de Chrome, et il y en a d'autres moteurs. Je crois que Firefox utilise un autre moteur. Je ne sais pas s'ils sont ralliés maintenant, mais bon, c'est un peu ça. Donc, les navigateurs dans JavaScript ont une API propre à eux. Donc, on a le DOM API, le History API, le Multiplication API, comme on peut voir dans ce graphe. Et en fait, le JavaScript que nous, on utilise côté client va permettre de faire sortir le langage de base en lui-même pour l'exécuter directement sur une machine. Donc, c'est le but de Node.js. Voilà. C'est la raison pour laquelle que quand on va arriver en Node.js, on va se rendre compte qu'on n'a pas accès à certaines données, à certains éléments, comme on pouvait le faire côté client. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va parler un peu des cas d'utilisation populaires. J'ai essayé ici de faire un truc dans le désordre. Voilà, donc Node.js est un environnement d'exécution pour JavaScript, donc qui permet de maintenant écrire des applications côté serveur. Euh, donc, il est très intéressant pour les applications en temps réel, donc pour les serveurs de messagerie, quand même Discord qu'on utilise Node.js derrière, la création des API, des microservices. Voilà, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis ça en premier, mais c'est vraiment le truc le plus populaire, le plus connu. Voilà. On a des applications aussi qui nécessitent des échanges de données comme un peu en streaming avec Netflix, des outils collaboratifs, etc. Voilà. Donc, je fais une petite parenthèse parce qu'on a parlé tout de suite d'API et là, on a parlé aussi de création d'API microservices. L'API, c'est un truc un peu mal compris dans le monde du développement. J'espère qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, API, c'est tout simplement une interface de programmation qui permet à deux acteurs de communiquer entre eux. Voilà, donc c'est pas forcément serveur. Donc, quand on parle de création d'API microservices ici, il y a des API côté serveur. Il y a des API comme par exemple celle dont on a parlé tout à l'heure, les DOM API, Story API et tout, qui sont des API côté navigateur qui exposent un certain nombre de fonctions que le JavaScript utilise pour communiquer avec des éléments du navigateur, par exemple. D'accord?
Donc, on parle des cas d'utilisation populaire, mais cas se dit la vérité, chaque techno a son inconvénient. Donc, même si Node.js est incroyablement rapide, c'est un bon framework parce que déjà, bon, un bon runtime, donc un bon environnement d'exécution, parce que déjà, c'est du JavaScript qui est derrière, il y a le code de façon asynchrone, etc. et tout. Il a des limites par rapport à son fonctionnement. Donc, on va parler un peu de, voilà, des cas où Node.js ne serait pas pertinent. Donc, par exemple, il y a des tâches où le processeur la complexité, en fait, il y a des tâches où le processeur doit gérer une grosse complexité. D'accord? Donc, il n'est pas idéal pour les calculs lourds. Et ça, c'est à cause de la boucle d'événements. On ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui pour parler de la boucle d'événements de ce grand concept sur lequel on pourrait discuter, passer des heures, mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais il faut savoir de façon bref que Node est un langage single tree, donc il n'utilise qu'une seule ressource de l'ordinateur, donc voilà, du processeur, pour manipuler la pléthore de fonctionnalités qu'on écrit dans notre code. D'accord? Et le problème, c'est que le problème, c'est arrivé à se poser un souci, c'est que, bon, comment on arrive à gérer plusieurs tâches. Quand on arrive dans un cas de serveur où il y a plusieurs clients qui doivent utiliser notre application, comment on arrive à gérer toute cette connexion-là et répondre à tous les clients de toutes les fonctions. Donc, pour ça, Node a créé ce qu'il appelle une boucle d'événements. Donc, son nom officiel, c'est le Event Loop, qui se charge de gérer les tâches asynchrones. Voilà. Donc, quand il y a une tâche qui est complexe, le Event Loop sera monopolisé pour gérer cette tâche. Donc, quand il y a de puissants calculs à faire en finance, peut-être les trucs de bourse, etc. ou autres, quand il y a vraiment des calculs énormes à faire, le Event Loop risque d'être surchargé. Donc, ça peut créer des lenteurs de l'application. Aussi, on a des applications qui n'est pas fait pour les applications parallèles. Donc, il y a une différence ici entre parallélisme et puis concurrence. Donc, on a dit Node.js c'est single thread qui utilise une boucle d'événements pour gérer en fait les multitâches. Donc, il essaye de simuler en fait le parallélisme, mais c'est vraiment pas le cas. Voilà, c'est vraiment pas le cas. Et quand on veut vraiment faire du parallélisme, c'est-à-dire c'est un peu plusieurs fonctions qui s'exécutent à un même temps. Donc, on peut avoir 5 fonctions qui s'exécutent à un temps T0 parce qu'en fait, ces fonctions-là sont dispatchées dans plusieurs ressources dans le CPU qui a la possibilité de les exécuter en même temps. Voilà, donc ça, c'est un peu la différence. Et quand on parle aussi de rapidité et où les ressources sont vraiment limitées, ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas prendre, à un moment, quand on apprend une techno, on se dit qu'on peut prendre cette techno pour l'utiliser partout. Donc, quand il s'agit de gérer le parallélisme, c'est mieux de prendre des frameworks comme Go, Rust, voilà, ou Java pour gérer ce genre de fonctions. Quand il s'agit de faire c'est-à-dire de créer un programme assez rapide, c'est mieux de se baser sur des langages comme C++, Rust ou encore Go. Parce qu'il faut comprendre que par rapport à la ressource et à la rapidité, Chrome est basé sur le moteur V8 de Chrome. Donc, il a juste, et Node est basé sur ça, donc Node a juste utilisé le fonctionnement de V8 dans le navigateur. Il a fait sortir, il s'est basé sur ça. Donc, quand on lance Node, il y a tout ce moteur V8-là qui utilise beaucoup de ressources pour nos projets. Donc, dans des applications où vraiment on veut limiter les dégâts, où on doit faire vraiment attention à la vitesse, on n'a pas assez de ressources, on veut pouvoir profiter des ressources et commencer à utiliser des langages qui sont conçus pour ça. Voilà. Donc, on va faire là, il y a un petit aperçu. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. On a dit que Node.js en réalité et le navigateur sont équivalents dans le sens où ils exécutent tout du JavaScript. D'accord? Donc, il y a forcément une différence. On a compris que ce qui sort du navigateur, c'est le langage en lui-même, le langage de programmation en lui-même et non les API fournis par le navigateur. Donc, il y a des différences. Par exemple, le navigateur, il est utilisé pour ajouter de l'interactivité pour l'utilisateur. Donc, manipulation de DOM, animation, Web API et tout. Par contre, Node.js, c'est gestion de serveur, traitement de backend, script CLI. Puisqu'il est exécuté sur un serveur, il se charge en fait de faire toutes les tâches, toutes les exécutifs de fonctions qui sont reliées à une machine propre. Il peut être installé en local ou en ligne, ça dépend. Voilà. Donc, il y a des modules natifs en Node qui ne sont pas là, dans le navigateur qui ne sont pas là en Node, comme le fetch ou le local storage. Mais attention, il y a un fetch en Node.js, il y a un fetch en Node.js
mais c'est pas le même fetch en fait. C'est pas le même fetch. Il y a plusieurs, il y a une implémentation que Node a fait du fetch de Node.js parce que la communauté derrière le JavaScript lui-même, je crois que c'est la TC39. La TC39, c'est le site, voilà. Donc, la communauté qui est derrière le JavaScript, la TC39, c'est cette communauté-là qui se charge de, voilà, qui se charge d'ajouter les nouvelles fonctionnalités en JavaScript. Et voilà, ils sont dans une part du ECMA standard. Donc, c'est eux qui se chargent de définir les standards à ajouter dans le JavaScript. Et Node.js est différent. Node.js implémente des versions de ECMA, donc il n'a pas forcément toutes les API qui ont été créées autour du navigateur. Alors, c'est un petit peu comme ça que je voulais clarifier. Donc, on va souvent voir des API ici, mais souvent c'est des réécritures adaptées pour pas que l'utilisateur se pète trop. Voilà, donc les deux sont basés sur un modèle événementiel. Voilà, JavaScript, ça c'est la gestion des événements et tout. Node.js a un écosystème vaste. On peut installer des packages disponibles avec NPM, etc. Le navigateur, pas tellement de bibliothèque. En sixième, il n'est pas fait pour ça, etc. Ok, donc on a fait un peu de blablabla. J'espère que si vous avez accès au lien plus tard, vous pouvez essayer de le lire. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut bien commencer à toucher au code. Donc on va commencer par l'installation de de Node.js. D'accord? Donc, il y a un guide d'installation que j'ai fait qui est là. Donc, on va aller vite. Donc, voilà, si vous voulez installer Node.js sur votre machine, je pense que quand vous arrivez chez Node, vous venez cliquer sur le lien de téléchargement. Donc, vous téléchargez Node.js. Une fois qu'il est téléchargé, vous suivez juste les principes d'installation, pas de problème. Voilà. Quand vous arrivez sur Node.js, vous allez voir que dans les téléchargements, il y a la version LTS. Ça, c'est la dernière version stable. Mais c'est la dernière version stable de Node. D'accord? Et ensuite, on a une version en bas qui est la version actuelle. Donc, ils ont une façon un peu bizarre de gérer leur truc pensé à eux. Donc, il y a une version actuelle qui implémente des nouvelles fonctionnalités, mais les fonctionnalités sont pas encore stables. Donc, voilà, il y a la version LTS qui devient stable et tout. Donc, par défaut, c'est la dernière version que vous pouvez télécharger. Ça ne dérange pas de télécharger la version actuelle, mais il y a des risques de bugs dans vos futures applications. Si c'est pour un test et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour une application à déployer plus tard, il faut éviter. Si vous êtes sur Mac, je me dis qu'il va vous faire télécharger un DMG. Par contre, pour plus de détails, d'infos, de possibilités d'installation, vous pouvez venir sur voilà, le bouton Download, vous cliquez. Et là, vous pouvez choisir des méthodes d'installation. Donc, si vous voulez passer par un package manager, et c'est le choix, c'est ce que je vais utiliser dans cette masterclass, parce que je suis 7 sur Windows, mais j'utilise le noyau de Linux pour travailler. D'accord? Donc, sur Windows, vous pouvez installer de deux manières. Soit vous suivez les méthodes d'installation ici, ou bien tout simplement, vous venez dans le lien que je vous ai envoyé, il y a un lien NVM Windows. On vous cliquez sur ce lien. Il faut savoir qu'on ne peut pas installer Windows facilement en ligne de commande. Si vous ne voulez pas installer en ligne de commande, vous venez sur le lien, vous cliquez sur le release, vous scrollez un peu. Voilà, vous allez voir tout en bas NVM Setup. Donc, on a téléchargé plusieurs fois. Voilà, donc une fois que c'est téléchargé aussi, vous installez, il n'y a pas de problème. Donc, dans notre cas, nous, on va installer rapidement en se basant sur le NVM. Voilà, donc on va utiliser le NVM pour installer notre node. D'accord? Donc, le NVM, c'est quoi? Le NVM, c'est tout simplement un gestionnaire de paquets Node. L'avantage avec NVM, c'est que vous pouvez installer Node avec plusieurs versions, switchant les versions selon la spécificité du code. D'accord? Donc, moi, j'ai installé, mais bon, je vais essayer d'aller avec vous. Donc, c'est vous copiez le lien, vous installez. Une fois que l'installation est faite, une fois que l'installation est finie, il y a un point. Soit vous redémarrez votre terminal, ou bien vous actualisez les fichiers source de votre page. Dans mon cas, j'utilise le source.ssh, donc je suis en SSH, donc c'est ça que je réinitialise. Vous vérifiez si NVM est installé, vous allez faire juste NVM -v. Voilà. Donc ça, c'est la version 0.40. Okay. Donc maintenant, on va passer à l'installation de Node. Pour installer Node.js, on fait nvm-install et on peut installer directement la dernière version LTS.
Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les utilisateurs Linux qui n'ont pas forcément, voilà, qui sont forcément obligés, ou bien macOS sont forcément obligés d'installer des trucs par exemple. Donc, si on fait LTS, ça aurait le même résultat que de cliquer sur le lien de téléchargement pour télécharger la version LTS. Donc, voilà, là, il me dit que j'ai déjà installé. Mais si vous, vous le faites, il va installer comme ça. Vous avez la possibilité avec la méthode d'install de choisir la version que vous voulez installer. Ça peut être, je sais pas, 18.11. Donc, vous pouvez voir les versions de Node dans About, c'est 10, Node.js release. Donc, vous pouvez voir des versions. Peut-être en fonction d'un projet spécifique que vous avez trouvé chez NPM, il y a une version de Node qui est supportée. Vous pouvez prendre la version et décider de l'installer. Voilà. Donc, je peux installer ici la version 17.9.1. Et là, je peux attendre le début d'installation sera relativement rapide, etc. Voilà, c'est téléchargé. Donc, il y a des commandes optionnelles avec NVM. Donc, on a le NVM Bus. On a le NVM Bus qui permet d'utiliser une certaine version de notre. Donc, pour voir les versions installées, on a NVM Bus qui va nous permettre de voir les versions de notre installées. Et en fait, on peut switcher. Si je veux switcher sur la dernière version, par exemple, le 20, peut-être, je sais pas, NVM Bus 20, automatiquement, il va me prendre la dernière version de 20 que j'ai installée. Voilà, il me fait switcher sur 20. Si aussi je veux être dans le voilà dans la dernière version LTS, ce que je recommande, c'est de faire NTS 12 LTS. Voilà. Ok, donc on a Node qui est installé. Pour vérifier si Node est vraiment installé, on entre la commande Node-v. Donc on aura la version installée. Donc dans notre cas, c'est la version 22.1, la dernière version stable. On a aussi Node après l'installation qui vient avec son paquet, son gestionnaire de paquet qui est NPM. Donc, pour voir si NPM est installé, npm-v. Donc, si vous avez tous ces résultats, on est bien pour commencer. Voilà, donc on a tous les éléments nécessaires pour démarrer notre projet. Voilà. Après, NPM, il faut comprendre que c'est juste un gestionnaire de paquet, mais c'est aussi un invite de commande qui permet soit d'initialiser un projet Node, comme on va le voir un peu devant, ou bien d'installer des dépendances qui seront utiles dans le processus de notre application. D'accord? Donc, on ne peut pas commencer par Node sans aborder notre cher frère ami, le Hello World. Ou bien dans ce cas, on va être le Hello Node. OK? Donc, je vais sur le titre du projet, venir dans la Node Masterclass. Donc, vous allez dans le projet, etc., que vous suivez. On va créer notre premier programme en Node.js. Voilà. Donc, pour ce faire, tout simplement, je vais créer un nouveau fichier selon votre manière de le faire. On va créer un nouveau fichier, je vais appeler voilà, first.node.js. OK. Une fois que j'ai fini, j'utilise Node.js et VS Code. Donc, je vais faire code, VS Code, donc je mis dans mon serveur Linux. Voilà. Donc, c'est ouvert. OK. Donc, on va écrire notre premier programme Node.js et relativement écrire un programme Node.js et écrire du JavaScript. Voilà, c'est pareil. Donc, on va commencer avec le programme le plus fun du monde qui est le console log, voilà, avec un hello. Okay. Donc, ça c'est fait. Maintenant, comment on exécute notre, notre fichier Node? Avant, quand on était dans le navigateur, on allait faire, ça dit quand on est côté client, ce qu'on pourrait faire, c'est aller dans script, lier le fichier JavaScript au fichier HTML, etc., etc. Ici, tout ce qu'on fait, on utilise l'interface de commande de Node. Donc, il y a une interface de commande quand on installe Node. On a testé tout de suite, on a fait Node-V. Mais on a Node aussi, tout simple. Donc, on fait Node et on spécifie dans Node le chemin d'accès au fichier qu'on veut. D'accord? Donc, ici, c'est first Node.js. Du coup, voilà, on peut mettre entrée. Et dans la console, vous devriez avoir Hello. OK, donc on a écrit notre premier programme Node.js. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'est juste utiliser un Node, le chemin du fichier, et on exécute le fichier. Ce qui va se passer ici maintenant, c'est que Node sur notre ordinateur va se charger d'exécuter le JavaScript et de l'interpréter. Voilà. On a aussi un élément important que je n'ai pas signifié dans le document, mais sur lequel on peut passer rapidement, c'est le REPL de Node.
Voilà. Donc, on peut taper Node, par exemple, Node sans mettre de chemin de fichier. On aura une interface de ligne de commande où on peut écrire du code JavaScript. Par exemple, on peut créer une variable E, on crée une autre variable, peut-être on met, je sais pas, 3, et puis après, peut-être on fait X plus P, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment pas utile. Donc, c'est rarement utilisé, mais après que vous le sachiez aussi, vous pouvez utiliser Node pour faire quelques petits calculs rapides en ligne de commande. OK. OK, donc, on va, euh, on va commencer notre CLI. On va parler de notre CLI. C'est quoi un CLI? Donc, c'est quoi une interface de ligne de commande? OK. Donc, une interface de ligne de commande, c'est une interface textuelle, donc, tout simplement où l'utilisateur a la possibilité d'interagir avec le système d'exploitation. Donc, c'est un programme informatique qui donne accès à des commandes dans le terminal. Donc, il y a des points clés à retenir, des choses à comprendre. Je vais essayer de mettre la doc ici pour qu'on puisse voir. Donc, on est là et on ici et là. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, on a des CLI courants qu'on utilise, hein, notamment en Linux, on a le LS, on a le CD, on a le RM, et il y a des points, il y a des points clés, c'est-à-dire des thématiques qu'il faut avoir quand on parle de CLI. Donc, on a LS qu'on connaît bien, ça c'est la commande. Donc, LS s'appelle la commande. LS peut avoir un argument. Bon, il y a des commandes qui ont des arguments. Donc, on peut prendre par exemple MK10, créer un dossier qui demande en argument, par exemple, le nom du dossier. Je fais une il va nous créer le dossier. Après les arguments, on a des options qui modifient un peu le comportement de la commande. LS, on a une fonction, par exemple, la fonction -a, qui va se charger de, en plus de lister les fichiers, d'afficher tout ce qui est élément caché. D'accord? Donc, on a ces 3 points. Une analogie simple, c'est de voir l'interface de ligne de commande donc, comme une fonction. Donc, la commande, ça sera une fonction. Les arguments, ça sera les paramètres qu'on passe dans la fonction pour vraiment permettre à la fonction de traiter, de fonctionner correctement. On a les flags, voilà, ou bien les options qui seront comme des décorateurs qui modifient l'effet de la commande, etc. Voilà. Donc, c'est juste ces points-là à aborder et on va vite rentrer. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la section de notre CLI. Voilà, donc ça sera pas un truc ouf, hein, c'est un truc basique. Et essayer de faire une histoire bête là-dessus. Je ne pas que ce soit trop monotone, mais voilà, c'est pas un truc complexe, etc. qu'on va voir. Okay. Voilà. Je rappelle que si vous voulez plus de détails, vous avez le lien. Vous pouvez cliquer sur le lien, voir. J'ai essayé d'écrire des trucs, hein. C'est pas forcément bien orienté, mais voilà. Après, s'il y a des retours à faire, je fais des retours, etc. Donc, on va passer à la configuration de notre projet. Et avant tout ça, on va parler de notre CLI. Donc, au départ, je voulais faire une simple application de To-Do. Après, je me suis dit que j'en ai marre des applications simples de To-Do, même si l'application au final est une application simple de To-Do. Mais là, ce que je veux faire, en fait, c'est j'ai inventé une petite histoire. Je suis fan de manga. Donc, un monde où tu es un maître de guilde, qui a été invoqué dans un monde, etc. Ton rôle, c'est de vraiment gérer la guilde. Donc, l'histoire est là, elle est écrite, c'est un petit truc. Et c'est de créer une interface de ligne de commande. On va supposer que les gens ont un appareil, un terminal où on peut enregistrer une guilde. On peut lui définir son rang. On peut lister la guilde. On peut lui assigner des tâches. D'accord? Et aussi, on peut créer des tâches. Voilà, on assigne des tâches par rang. Aussi, on peut créer des tâches, etc. Et puis, lister ces tâches. Après, en fin de projet, on pourra parler des axes d'amélioration parce que c'est pas forcément un truc assez bénéfique dans notre vie quotidienne. On pourra parler des axes d'amélioration, des certains CLI que vous pouvez créer, des idées de CLI que vous pouvez créer. Je vais vous présenter aussi à la fin une idée de CLI que j'ai déjà moi-même créé pour faciliter mon workflow, etc. Donc vraiment, en Node.js, les CLI sont intéressants, importants, dans la mesure où on peut automatiser des tâches avec, faire certains éléments. Pas juste créer des dans un monde NC4, voilà.
Faut laisser mon affaire d'ici. Ouais. Ok, donc on va commencer par initialiser notre projet. Donc pour ça, on va créer un nouveau projet. Je crois que j'ai un truc ici, RM d'abord. Je crois que j'ai déjà le. Je ne vais pas l'avoir là. Donc je vais le supprimer d'abord. Ok, voilà. Donc, ok, on va créer notre nouvel projet. Donc c'est Build Manager Skill. Ok, merci. Notre nouveau projet. Ok, voilà. Donc, on crée notre dossier, on rentre dans CD. Je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas resté, je suis pas resté en fait. J'aurais dû faire ça depuis longtemps pour mieux coller tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on rentre dans le dossier, on va commencer à initialiser un projet nouveau. Donc, il y a une différence entre ce qu'on avait fait, un simple fichier JavaScript qu'on exécute en temps réel dans un projet normal. On initialise un projet Node. L'initialisation du projet Node, en fait, crée un fichier package.json qui va permettre de contenir les métadonnées, donc les informations de notre projet. Le nom, les versions, voilà, etc. Et tout. Et il va nous permettre aussi de gérer les descriptions, de gérer les dépendances, pardonnez, et de créer des scripts qui permettent de mieux gérer notre application. Donc, on avait parlé de NPM qui était le package manager de Node. Donc, ce NPM, il permet d'installer des dépendances, on va le voir. Et aussi, il permet d'initialiser un projet, chose qui peut se faire manuellement. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez le tester ici. Donc, on a NPM init. Donc, NPM init, ça va lancer une série en fait de questions auxquelles vous devez répondre avant qu'il initialise le projet. Donc, pour aller beaucoup plus vite, vous pouvez faire juste npm init-y. Voilà, il va automatiquement générer le projet. Il va le remplir en fonction du nom, par exemple, il va utiliser le nom du fichier courant, etc. Ok, bon, ici, bon, est-ce que tu bug? Je sais pas pourquoi. Ah, en fait, il y a tout ça que je dois supprimer. Ok, donc, on a le paquet 10 qui est créé. On va rapidement voir de quoi il s'agit. Donc, voilà. Il va contenir, comme on le fait, des informations comme le nom, la version, des scripts qu'on pourra utiliser définir des, pour définir des fonctionnalités pour gérer nos projets. Donc, quand on utilise des frameworks comme Express ou Nest, on souvent crée des scripts ici pour lancer le serveur ou lancer le projet. Et on a normalement une dépendance qui doit s'ajouter quand on va ajouter une dépendance. Donc, c'est un peu un fichier central, très crucial, qui permet de faire comprendre souvent, c'est-à-dire à Node, voilà comment tu peux gérer tel projet, voici les informations sur le projet. C'est aussi très pertinent quand on veut déployer notre projet final sur NPM, sur GitHub, pour qu'un autre développeur puisse le reprendre, installer les dépendances et continuer dessus, euh, comme d'habitude. Voilà. OK. Donc, on a initialisé notre projet, on a le paquet JSON, mais c'est maintenant qu'on va commencer à développer notre CLI. OK. OK. D'accord. Donc, on se lance sur un truc. Pas facile, beaucoup de choses. OK. Donc, on va commencer par la configuration de base d'un CLI. Comment on aborde un CLI comme un JS? D'accord? Parce qu'on a tout de suite écrit un petit script en console log, on a juste exécuté ça avec Node. Mais est-ce que ça fonctionne comme ça en Node? En Node, déjà, il y a un premier niveau, une première étape pour définir, en fait, pour pouvoir exécuter un CLI qui va exécuter en début de commande comme le CLI qu'on a vu, LS et tout. C'est de commencer dans le paquet JSON à ajouter une nouvelle propriété, c'est la propriété bin. Donc, on est ici. Donc, on va ajouter la propriété bin. Donc, on l'ajoute directement ici. On enlève ça parce que c'est pas les commentaires. Pas de OK.
Voilà. Donc, quand on installe un CLI avec Node, il va directement à la racine en fait de l'installation de Node.js dans un dossier qu'il appelle bin. Donc, c'est à l'intérieur de ce dossier que tous les CLI qu'on installe seront centralisés. Quand on installe, par exemple, le NodeMon ou un Create React App, ceux qui font React ou n'importe quel package, dès qu'il s'agit d'un CLI, il s'inscrit dans le bin. Donc, nous, on doit ajouter la propriété bin ici et définir le nom de notre CLI, c'est-à-dire le nom qu'on va utiliser pour appeler en ligne de commande. Donc, si c'est, je sais pas, voilà, tout, c'est le nom qu'on va définir ici. On peut aussi, dans ce bin, mettre directement le chemin du fichier du point d'entrée. D'accord? On peut directement mettre le fichier du point d'entrée. Dans ce cas, le nom de l'invite de commande sera directement pris dans le nom, dans la propriété nom définie dans le paquet qui sert. OK? Voilà. Donc, après avoir mis le nom, on a dit on a un chemin. Ici, on a choisi index.js. Ça peut être n'importe quoi, mais ça sera le point d'entrée de toute l'application si elle a. D'accord? Donc, on va commencer déjà par créer ce index.js. On va le créer directement ici. Donc, index.js. On a dit OK. C'est là, en fait, que tu vas être exécuté. Un autre point à aborder, c'est qu'on se retrouve dans le terminal. Il faut comprendre que les CLI, les invites de commande peuvent être écrits avec tout et n'importe quel langage système. Donc, on peut écrire le même CLI ici en Node.js avec Python, C++, et tout. C'est pas quelque chose qui est propre à Node. Je tiens à le signifier. Ça peut être fait dans tous les langages. Donc, généralement, ici, en Linux, dans le Bash, ce sont des langages et ce sont des lignes de commande écrites pour la plupart en Bash ou en d'autres langages. Voilà. Ça, on donne les détails. Mais ici, en vrai, c'est qu'on peut avoir notre propre ligne de commande écrite en Python, en C++ ou en autre chose. Donc, comment on arrive à dire à notre terminal que, OK, cette ligne de commande-là a été écrite en Python ou bien en Node.js, et moi, je veux que tu utilises donc Node ou Python pour l'exécuter. Donc, pour faire ça, on a besoin d'utiliser un hashbang. Donc, le hashbang, c'est cette petite syntaxe qui est ici qu'on doit mettre tout en haut de notre fichier, de notre point d'entrée. D'accord? Donc, on met ce fichier tout en haut. Et là, quand on va démarrer notre terminal, il pourra exécuter tout le, quand on va démarrer notre CLI, il pourra exécuter tout le projet en se basant sur, voilà, sur Node. Donc, ici, c'est ce qu'on dit. On lui dit, bah, tu vas dans bin, ça c'est le chemin où le fichier est fait tout. Donc, on dit, tu vas dans IRC bin 1 et tu prends Node. C'est avec lui que tu vas exécuter les choses. Donc, on va faire peut-être un console, un log, un console.log. On va mettre un nouveau hello pour aller rapidement. D'accord? Après, pour continuer, ce qu'on peut faire, c'est installer le CLI. OK? On peut installer le CLI en étant dans le projet. On fait npm i. On peut l'installer de façon globale. C'est le but. Donc, on fait i, on fait point. Voilà, pour installer notre CLI de façon globale. Donc, c'est faisable, ça peut se faire. Si maintenant on tape, voilà, guide manager, donc voilà, c'est guide manager qu'on va prendre, ça va marcher. Ou alors, ce qu'on peut faire pour être beaucoup plus productif dans les cas de développement, c'est utiliser la commande npm link. D'accord? Donc, on lance npm link. OK? Donc, il va linker exactement, en fait, notre fichier, en fait. Voilà. Donc, link, ce que link va faire quand on travaille sur un CLI, c'est qu'il va créer un lien entre l'installation de notre CLI et le développement. Donc, quand il y aura un changement, une modification de notre CLI, pendant qu'on le développe, automatiquement, il va le réinstaller globalement sur notre application. Voilà. Donc, de façon similaire, dans certains cas, les personnes auraient utilisé NodeMon, ayant un truc npm, je crois que je peux avoir un exemple ici. Là, je crois que je peux avoir un exemple ici, voilà. Voilà, dans un autre truc, voilà, on pourrait avoir ça. Donc, c'est-à-dire, j'ai toujours le bin, etc., mais j'ai créé une fonction stats dans laquelle j'utilisais NodeMon pour regarder mes éléments, comme c'est écrit en TypeScript. Donc, il regardait mes éléments et après, il va installer encore globalement npm. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, c'est une méthode. Donc, link va permettre automatiquement de le faire. Donc, si on lance maintenant build manager, on tape entrée. Ok. Il y a permission, ça c'est quoi? Il faut que je sache pourquoi. Build manager. Donc, c'est ici. Ok.
Ok, bon. Là, je crois que j'ai un petit problème. Je vais essayer de débloquer. Donc voilà, donc dans notre CLI ici, quand on met Manager Git, quand on tape Entrée, on a notre Hello World. Donc maintenant, on a une application qu'on peut installer en CLI qui est écrite par nous et on peut commencer à travailler dessus. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer automatiquement les dépendances qu'on va utiliser. Donc, pour copier le lien, on va installer des dépendances Commander, Chat, quoi. Ok, donc on vient d'installer des dépendances avec NPM. Donc les dépendances vont se trouver, vous allez voir qu'il y a un nouveau projet qui est arrivé, une nouvelle propriété qui est arrivée. Donc c'est dependencies. Donc c'est là que toutes les dépendances de notre application vont se retrouver. Il y a un autre truc qu'on peut trouver souvent, les dev dependencies. C'est une autre propriété aussi pour parler c'est-à-dire des packages qui restent uniquement qu'en développement. Ils ne sont pas utiles au fonctionnement principal de l'application des packages en mail, etc. Ok. Donc, on a installé les dépendances, on a lié le projet, on a testé notre CLI. D'accord? J'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il va prendre mon site de YouTube. Ok. Donc, maintenant, on va parler du process en Node. Donc, on va commencer à attaquer quelques petites fonctionnalités, quelques petits éléments. On va dire les petits éléments de Node. Donc, on va commencer à parler du process. Donc, le process en Node, c'est un projet global. D'accord? Donc, on peut peut-être tester, hein, voilà, si je mets console, voilà, une console log, je peux mettre console process. Voilà. Donc, on peut consolider le process. Si je tape maintenant le ligne de commande, voilà, manager guide, ça va me donner tout un tas de fichiers. Bon, on va pas regarder ce qu'il y a dedans. Donc, le process, ça sera un gros objet dans notre JS qui contient certaines informations en fait liées au processus de notre JS. D'accord? Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, il y a la méthode ARG. Je sais pas comment prononcer ça, mais qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser pour voir un peu comment il fonctionne. On a le PID. Ça sont des trucs un peu, quand on voit un peu souvent, qui permet de récupérer l'identifiant d'un processus. Dans le cas où peut-être vous voulez tuer un processus, donc arrêter un processus depuis la ligne de commande. On a le exit qui permet de sortir directement du terminal. On a le CWD, voilà, qui est ici, qui permet de renvoyer le chemin courant. Donc, vous pouvez essayer de voir ce qui va se passer. Nous, dans notre cas, comme on veut faire un CLI, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir afficher les arguments quand on passe dans le CLI. Parce qu'on a parlé du CLI, on a ça. Manager guide qui est la commande. On va essayer d'ajouter des arguments et ajouter peut-être une option. On va voir comment ça se comporte. Donc, pour voir les arguments, c'est process A. C'est pas A. Voilà. OK. Donc, si je fais ça et que je relance, vous allez voir que j'ai pas besoin de réinstaller le truc. Si je lance, voilà, il me fait un console. Et c'est un tableau. Donc, il renvoie un tableau. Et le premier chemin, c'est le chemin d'exécution du CLI. Donc, le chemin vers Node. Et comme Node, c'est un CLI, si vous vous rappelez, je vous avais dit que le chemin de tous les CLI qu'on installe se retrouve dans Build. Et là, notamment, quand Node s'installe, il installe son propre CLI à lui, et également dans Build. On a aussi le chemin de notre CLI à nous, qui se retrouve dans Node, dans Build, et appelé Manager Build. Et après, on a l'argument qu'on a passé. Donc, nous, notre but, c'est de pouvoir faire Manager, par exemple, Register, et là, demander des informations à l'utilisateur pour écrire, on va dire, un CLI. Donc, pour écrire le CLI pour ajouter une guide, voilà, pour ajouter une guide, etc. Donc, on voit que là, on a le registre qui sort. Donc, les deux premières options, on sait que c'est nul. Bon, pas que c'est nul, mais on s'en sert pas vraiment. C'est juste des schémas. Donc, on commence toujours à partir de l'indice 2. Donc, si je fais un console log de 2, je peux récupérer directement la commande. D'accord? Si je fais peut-être, si je mets un tiret, si je fais un registre truc, je fais tiret par exemple n et je mets le nom de, je mets le nom peut-être de la vie, je sais pas, digital, digital, on met ça comme ça. Automatiquement, je peux récupérer ça en mettant la position 3. Donc si je relance, il va me donner que c'est tiret n que j'ai utilisé. D'accord? Donc bien sûr, je sais que pour ceux qui regardent, voient qu'il nous ramène en toutes c'est-à-dire que ce soit les commandes, les options, il nous ramène tout dans un tableau accessible par les indices. Ça va être vraiment long, ça va être vraiment long, très chronophage de s'asseoir, d'essayer d'utiliser des regex, des expressions régulières, voilà, pour vérifier s'il y a le tiret, bah, c'est que c'est une option, donc récupère l'option, voilà, telle option fait telle fonction, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on a installé des packages. Donc, on va parler maintenant des packages qu'on a installés. Donc, on a Commander,
on a inquire et puis on a chart. D'accord? Donc, commander, lui, il va se charger de manager tout le processus, en fait, de notre CLI. Donc, de gérer les commandes, les arguments, les éléments passés. Donc, il est disponible en ressources sur la page principale du document que je vous ai donné. Hein. Je crois qu'à la fin même du CLI, je vais le peaufiner pour tout ajouter, etc. en fonction de ce qui sera arrivé, le consulter à la volée. D'accord? Donc voilà, j'ai Commander, donc je suis déjà sur Commander. Et Commander, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te donner accès à une pléthore de fonctionnalités pour te permettre de facilement gérer tes CLI. OK? Donc, il vient généralement avec le L, etc. Voilà. Et plusieurs autres méthodes. OK. Donc, on va commencer à développer notre CLI. D'accord? Je sais que les gens ont dit depuis, on va commencer le faire. Avant de commencer ça, on va parler des modules. Donc, depuis, on a fait un fichier index.js et on va parler un peu des modules ici. Donc, les modules en Node.js, c'est tout simplement un ensemble, c'est comme des Lego, un ensemble de briques dispersées qu'on rassemble dans un fichier d'entrée et qui permet de créer, voilà, de créer une application complexe. Donc, ça permet de structurer une application en séparant les thématiques. On va pas vraiment s'attarder ici dans le but de faire une architecture extraordinaire, mais on va essayer de parler des modules, essayer de comprendre comment importer des modules. Donc, on est en Node et Node a différents modules. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de modules en Node. Donc, il y a des modules donc il y a des modules personnels. Voilà, donc je sais pas quoi. Et voilà, ok, donc je vais ici. Voilà, donc il y a les modules personnels. Donc, il y a les modules qu'on crée nous-mêmes. Donc, ce sera un fichier. Par exemple, si je crée n'importe quoi, je crée un fichier ici que j'appelle peut-être utils.js. Voilà. Si je viens dans ce fichier que j'exporte peut-être une constante, par X. En Node, si je veux l'utiliser, j'utilise la méthode require. D'accord? Donc, si je veux l'importer ici, je vais faire peut-être const ça de X. C'est X que je veux récupérer dedans. Je vais faire require. Je vais mettre utile.js, par exemple. D'accord? Notamment, si je fais un console log de X, ça devrait afficher. Voilà. Donc, il m'affiche 3 que j'ai mis ici. Donc, Node.js a une façon de gérer les modules bon, il gère les modules de façon différente. Il faut comprendre un truc. Quand on est côté client, on a l'habitude d'utiliser les imports, donc la gestion des modules de ES6. Déjà, c'est donc import, export, etc. Donc, il faut comprendre qu'au moment où Node.js était créé, il n'y avait pas encore les modules ES6. Il a été créé en 2009. Je crois que le ES6 est arrivé en 2015. Ouais, donc il n'y avait pas encore les modules. Donc, l'équipe de Node.js, quand on avait parlé, il y a les TC39 qui sont une communauté, ont créé, si tu veux, une technologie qui permettrait de gérer les modules des applications, un peu comme dans tous les langages de programmation. Donc, ce qu'ils ont utilisé, c'est le CommonJS. Alors, on fait une recherche rapide. Donc, c'est le CommonJS. Le CommonJS, voilà, c'est, j'ai mis Common, voilà, CommonJS. Voilà. Donc, le CommonJS, c'est ça. C'est une API, tout simplement, qui va permettre de séparer, voilà. Il va contenir des informations qui vont permettre de gérer les modules. Donc, importation, exportation, etc. Nous, dans notre cas, on va utiliser les modules ES6. C'était pas possible en Node.js avant, mais maintenant, on nous le permet. Voilà. Donc, si vous venez ici, vous pouvez voir dans ES6 module, on doit ajouter encore une propriété dans le package JSON. Vous l'avez dit, le package JSON, c'est vraiment le point central où on configure beaucoup de choses dans cette application. Donc, aujourd'hui, on peut ajouter un type, une propriété type et définir c'est-à-dire le gestionnaire de modules de notre produit. Donc, comme on a parlé, il y a CommonJS, qui est voilà, qui est la valeur par défaut, et on a un module qui va se charger, qui est le ESM module, donc import, export, etc. D'accord? Donc, si on veut utiliser ça, on peut utiliser le module. Il y a d'autres fichiers d'extension. Franchement, on va laisser tout ça parce qu'on veut se construire l'essentiel. CJS, MJS, c'est d'autres fichiers d'extension. Peut-être pour une autre fois, on va faire un cours vraiment complet, bien préparé sur Node pour pouvoir voir ça. Donc, une fois qu'on a défini le type module dans nos éléments, on peut venir dans utile. Voilà, on a déjà exporté quelque chose. Si je reviens dans index, je peux utiliser maintenant les bots qu'on a. Donc, je préfère qu'on utilise ça que pour la plupart ou bien pour les nouveaux.
c'est vraiment ceux avec quoi celui avec lequel on est le plus à l'aise. Ok, donc, ah oui, il est mis ici X. Voilà, donc il me renvoie 3 aussi. Un petit truc avec les modules, bah, quand ici on est en JavaScript brut, hein, là, vous pouvez tester, on a une erreur. Quand on passe en import module, il permet en fait d'importer n'importe quel type. Donc on peut importer des fichiers JavaScript, on peut importer des images, on peut importer n'importe quoi. Donc il est important, quand on utilise des modules ES6, de spécifier l'extension de ce qu'on importe. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord. Voilà. OK. Du coup, je pense que c'est bon pour les configurations. Voilà, on peut commencer à initialiser, c'est-à-dire à initialiser notre premier projet. OK. Donc, on va utiliser les imports. On a parlé des modules en Node.js. J'ai été bref, mais je pense qu'on va comprendre qu'il y a des modules internes à Node. Il y a des modules qui sont tiers, comme ceux qu'on a installés. On a des modules concrets. On a importé un module que nous-mêmes on a créé. Donc, on va avancer, créer les modules, voir comment on importe différents modules, parce qu'il y a un peu une différence entre l'importation des modules de Node.js et des modules tiers, dans les packages tiers, on va dire, et des modules que nous-mêmes on crée. Donc, on va commencer par initialiser notre CLI. Il faut commencer, il faut qu'on voit ce fameux CLI en fait. Okay? Donc, on vient dans mise en place de commandeur. On va utiliser commandeur. Vous avez les détails de commandeur, PST, ça va permettre de gérer un peu tout ce qui est package, etc. Donc, on va créer d'abord notre structure de projet. On va créer un dossier utile. D'accord? Dans ce dossier utile, on va principalement d'abord créer un fichier qu'on va appeler commandeur.js. D'accord? Juste que j'ai voulu séparer les éléments. On va importer le commandeur.js, programme, commandeur. D'accord? Donc là, on est en train d'importer quelque chose dans un package tiers. Donc un package tiers, c'est genre une dépendance qui n'est pas créée par nous, qui vient d'Internet. D'accord? Vous avez vu que là, on ne spécifie pas de lien. Automatiquement, il va aller chercher à la racine du node module. Quand on a installé les dépendances, il y a un dossier node module qui s'est créé. C'est dans ce dossier que tous les packages et leurs dépendances à eux seront installés pour que ça puisse bien fonctionner. Et là, on a commandeur ici. On a tout le code source du projet. D'accord? Donc, il va directement, quand c'est des packages pour Node, donc quand c'est des modules natifs de Node, il va directement aller chercher ça à la racine du Node module, ou alors pour les modules natifs, directement chercher ça à la racine du Node lui-même. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser commande. On va juste maintenant initialiser. On va initialiser la commande. Donc c'est un objet. Donc on va mettre programme. Voilà. On va proposer ça déjà. Okay, donc on va mettre programme. On fait new command. Voilà notre commande. On va maintenant exporter ça par défaut. Donc on exporte ça par défaut pour être utilisé un peu dans chaque partie. D'accord? Vous allez voir peut-être après un cas d'utilisation pourquoi il est fait comme ça. Donc on a le commandeur ici et ce qu'on va faire c'est que on va utiliser ce qu'on vient d'installer. Okay? Donc je vais copier ce code là. Je vais faire index.js par exemple. Je vais lancer ça directement ici. Programme. D'accord? Je vais d'abord copier ça ici. D'accord. Je vais pas faire ça. On va relancer notre CLI. Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est l'initialisation d'un nouveau projet commandeur. On va passer sur chaque propriété, etc. Donc, commandeur fonctionne comment? C'est un gros objet, vient avec un tas de fonctions, que soit on peut chaîner comme ça pour, voilà, pour utiliser, pour ajouter des fonctionnalités à notre CLI. Donc, on a ici name. J'ai juste voulu ajouter un programme d'utilisation, c'est-à-dire quand on tape la ligne de commande, on va automatiquement avoir l'interface d'aide. On nous dit, ah, voilà, c'est tel CLI, voici les fonctions que tu peux faire, voici ce que tu peux faire à l'intérieur. OK? Donc, le problème avec ça, c'est que, OK, c'est bien. Donc, on a name, on a défini le nom. Si c'est guide manager. Dans notre cas, ici, on a changé un peu, on a mis, voilà, manager guide. Donc, pourquoi pas, on va corriger ça.
Ok. On a l'usage. Donc, l'usage, c'est ce qui s'affiche là. C'est pour dire à l'utilisateur que, OK, voilà, tu utilises par exemple Build Manager. Donc, si je relance, voilà, normalement, tu utilises Manager, tu mets la commande. Là, elle est requise, bon, ou bien elle est optionnelle. Donc, quand vous allez voir on va dire, peut-être je dis le nom de ça. Quoi, les crochets? Je pense que c'est pas les crochets. Les chevrons, voilà. Quand vous allez voir les chevrons qui encapsulent une commande, c'est pour dire que la commande est requise. Quand vous voyez que c'est des crochets, c'est que la commande est optionnelle. Voilà. Donc ici, dans notre cas, on peut dire que OK, c'est optionnel. Donc on n'est pas obligé de mettre une commande à l'intérieur. D'accord? Voilà. Donc si on retape le truc, voilà, il nous dit OK, c'est commande manager, c'est optionnel et tout, c'est pas obligé de mettre. Il donne la description de notre CLI, il donne des options qui sont disponibles dessus là, pour le moment. Donc on a un -v pour la version, on a un H, etc. Donc la version elle est ici, hein. Donc vous pouvez tester peut-être pour voir, etc. Et on a juste une action. Et donc on a un programme. Et on utilise programme pour afficher l'aide. Voilà. Donc le output aide, c'est une fonction qui nous donne juste déclencher le dash dash h qu'on aurait dû faire par exemple si on faisait peut-être h, ça qui nous est affiché, nous donne une fonction qui nous affiche ça directement. Le problème c'est que on va revenir à l'utilisation initiale. Pourquoi j'avais séparé? C'est qu'après, on a parlé de modules. On a parlé de modules. Après, on aura une application avec beaucoup de commandes, etc. Ce ne serait pas bien que tout soit dans le index.js. Donc, ce que je préconise, c'est que dans le index.js, on fasse quelques importations et on va se charger du reste. OK. Donc, voilà. Donc, on va garder ça. Dans le même utile, on va créer un fichier init.js. D'accord. Init.js, ça sera en fait une fonction fléchée. Donc, init.js, d'abord, tout ce qu'il va faire, il va importer le programme. Ça a déjà été initialisé de commande. Voilà, faut pas oublier de mettre .js. OK. Et en fait, lui, ça sera une fonction qui s'exécute automatiquement quand on fait ça. Donc, c'est une fonction d'initialisation. Et on va remplir. Dans ça, ici, et là, mettre ça. OK. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va extraire la fonction d'initialisation. Ça sera une fonction qui va s'exécuter automatiquement. Pour démarrer maintenant avec commandeur de CLI, on va utiliser maintenant programme, pass. Et voilà, on met le process.arg, le arg. OK. Voilà. Donc, comme on l'avait vu, c'est lui qui nous donnait les différents de commande. Donc, commandeur va se charger de récupérer ces informations-là. Lui, il a déjà tout un processus écrit pour faire tout ce qu'il y a à faire derrière. On se préoccupe plus de ça. Voilà. Donc, maintenant, dans le index, on va juste importer le fichier init sans forcément l'initialiser. Voilà. Voilà. Donc, les modules fonctionnent d'une certaine manière. Donc, quand un module est importé quelque part, il est exécuté la première fois. Donc là, vous voyez que c'est une importation un peu différente. On n'a pas spécifié X ou extrait quoi pour quelque chose. On a juste mis le nom. Donc, si on teste encore notre CLI, vous avez manager dit que ça fonctionne pareil. Pourquoi? Parce que le init.js de base est une fonction. Voilà, c'est une fonction qui s'exécute automatiquement. Donc, c'est un if. Donc, on a notre première fonction d'initialisation. Donc, on a notre CLI qui commence à fonctionner. OK. Donc, on va maintenant après avoir initialisé le projet, on va créer une commande basique. OK. On va créer une commande basique. On va créer encore un nouveau fichier. On va appeler commande.s. Voilà. Commande.js va se charger d'importer le programme également. Et on va créer notre première ligne de commande. Donc, dans notre cas ici, ce qu'on veut faire, on va enregistrer une build et on va pouvoir lui assigner des tâches. On va pouvoir définir son rang, etc., etc. Donc, c'est ici qu'on va venir lister toutes les commandes qu'on va utiliser dans le projet de l'application. Donc, pour notre première commande, on va faire programme.
il nous donne accès à une propriété commande. Donc, on va mettre commande, on met le nom de la commande. Voilà, je vais mettre directement le nom de la commande. Dans ce cas ici, c'est register. On n'a pas forcément besoin de mettre le nom, etc. Donc, après, on peut mettre une description pour la commande. Voilà, type register, module. Vous pouvez mettre en fait ce que vous voulez, pas de souci. Donc, ça, c'est la description qui va s'afficher pour la commande. Et on a l'action. L'action, c'est de façon intuitive, je pense. C'est la fonction qui va s'exécuter quand la commande sera effectuée. Si je monte register maintenant, avec l'image pas, c'est normal, parce que je dois venir importer ça ici. Ok, voilà, commande.js. Essai, voilà, ouais, je pense que, en fait, au final, peut-être c'est ça, on va mettre le code de commande peut-être dans init. Après, on va essayer de comprendre plus tard pourquoi ça ne marchait pas. Le truc, c'est pourquoi ça fait ça, va nous empêcher en fait de mettre notre élément en place comme on le veut. Après, je pense que si on veut séparer, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est pas, si on veut peut-être une fonction de commande, on va créer ça. Peut-être on va créer une fonction avec une commande. Voilà, on va passer juste le programme à l'intérieur. Pas juste programme à l'intérieur. Bon, en tout cas, on va aller sur ça, on va tester cette méthode-là si ça marche, puis on va continuer. Si on va importer ça, on va faire un inspectionnel. Ok, on va voir si ça va marcher. Ok, bon là ça a marché. Donc c'est un problème, je sais pas vraiment c'est quel problème, parce que j'ai fait la même chose, il n'y a pas eu de souci. Donc là il y a un problème, je sais pas d'où vient le problème. Bon, on va le décoder. Voilà. Donc ce qu'on a fait dans la commande, si vous suivez voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que dans init, on va juste appeler la fonction qui va exécuter les commandes. Et dans commande, au lieu que ce soit directement, je voulais directement prendre l'instance de programme qui a été initialisé pour faire ça. Peut-être c'est un problème de skeleton, je suppose, ou bien un problème d'instance. Je pense que ça peut être un problème d'instance. À cause du new, peut-être qui est ici. Voilà. Je pense que ça peut être ça, le problème. Peut-être au final, je peux importer une seule fois. Bon, je sais pas, peut-être que c'est ça le problème. Ok, donc on a notre truc qui fonctionne. Donc si on vient en commande, on aura, si on fait ça en règle, on a un registre qui sort, donc on sort log de registre. D'accord. Du coup, on va commencer. On va commencer avec, donc on va aller sur mettre le job là. Ah voilà, ok. Donc, ok. Le code ici. Donc on va commencer en créant, en ajoutant une ligne. Donc on a le registre ici. Dans notre cas, ce que nous on veut faire en fait, dans notre CLI, je n'avais pas parlé, parce qu'on doit avoir les modules, les différents modules de Node.js. On n'aura pas de base de données pour persister nos éléments. Donc, on va utiliser des fichiers comme base de données. D'accord? On va utiliser le module fs comme base de données. Je crois qu'il y a la dot qui est là, hein, qui est disponible. Donc, si on suit, on vient en manipulation des fichiers avec fs, dans le module fs. On va parler brièvement avec le code qui est ici de ce que c'est que l'asynchrone Node.js. Donc, en Node.js, vraiment, quand on a parlé de son event loop, ce qui est le plus important, c'est la gestion asynchrone du code. Donc, c'est très important pour nous de gérer certaines tâches de façon asynchrone. C'est-à-dire, il y a des packages dans les modules internes qui fournissent une manière synchrone de les gérer. On
prendre un exemple, mais souvent, c'est pas très conseillé. Pour les petites applications, OK, on peut utiliser un code synchrone, mais ça signifie que ça bloque complètement le programme jusqu'à ce que cette petite partie cette petite partie de ce petit programme-là finisse. D'accord? Donc après, on a les promesses. On a vu ce que c'est que les promesses. Bon, j'ai mis un truc détaillé. Je ne vais pas entrer les détails sur tout ici. Je vais aller un peu vite sur certains points. Donc voilà, vous pouvez peut-être lire et ça. Donc on a les promesses. Les promesses, c'est tout simplement un nouveau moyen de gérer le code asynchrone. Parce qu'avant, on avait des callbacks. On devait mettre par exemple une fonction asynchrone, passer une fonction en paramètre. On allait récupérer les data à l'intérieur. On finissait par mettre beaucoup de trucs qui faisaient qu'on avait au final une loop. Bon, on va appeler ça un nested callback. Voilà, code val L, je me rappelle pas. Voilà. Donc, Node nous fournit des versions promessifiées de ces éléments donc en FS, etc., etc. Et tout. Voilà. Ah ouais, il parlait du import cost en fait. Ok. De la taille des paquets qui sont importés là. Ok, d'accord. Voilà. Donc, en Java, ça, c'est des trucs du JavaScript. Hein. C'est des trucs du JavaScript. Donc, c'est trop rapide, pas un truc complet, complètement voilà, de bout en bout. Mais voilà, c'est un truc de JavaScript. Donc, asynchrone, async et wait, ça nous permet en fait de prendre un code asynchrone pour le rendre un peu d'une manière synchrone. Dans le cas où on avait le même FS ici, on devait passer une fonction de callback à l'intérieur. Avec async wait, on peut définir une fonction en async. Donc, c'est un mot-clé qui se met derrière une fonction, peut être derrière une fonction fléchée. Et à l'intérieur, on peut mettre await sur la même fonction asynchrone et directement, on aura les résultats de data. OK. Donc, le module FS, on va utiliser le module FS pour gérer nos fichiers ici. Voilà, on aura beaucoup de copier pour les expliquer. On va aller, on a fait même masterclass, et m'en sortir petit à petit. Voilà, donc on a le fichier FS. Le module FS plutôt est un module système natif à Node.js, donc il est intégré. Il permet de manipuler, d'interagir avec le système du fichier. Donc avec la fonction, avec le FS read file, on peut voilà écrire un fichier avec le mkdir, on peut lire, voilà donc write, on peut écrire mkdir, bon c'est créer le nouveau répertoire, voilà on a plusieurs trucs etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser ça pour créer des fichiers. Donc, on va créer une base de données. Donc, on va créer à la racine un, voilà, un truc qu'on appelle DB. Donc, on va créer à la racine DB. Euh, et on va créer dans utils un fichier DB. Donc, c'est un élément de la base de données. D'accord? Donc, on va importer d'abord le module FS. Donc, on va importer des éléments du module FS. Je fais ça. Je forme ici. Je peux mettre FS. Je peux importer ici avec FS, mais récemment dans Node, j'ai la possibilité de spécifier que, OK, je veux récupérer ça de Node. Pourquoi? On ne sait jamais, sur le NPM, il y a plusieurs packages. Je peux installer un package un jour qui s'appelle FS, donc pour ne pas créer de confusion. Quand c'est les modules natifs de Node, on peut juste préciser Node FS. Donc, à l'intérieur, d'abord, ce qu'on va récupérer, c'est, on veut faire un get, donc on va read un file. Et puis on va écrire dans un fichier. Donc, on va écrire notre première fonction. Donc, on va faire peut-être getDB. D'accord. 5. On va prendre la base de données. Voilà, bon, on met directement ça. On met A5, DB, await, read file. Ah oui, c'est normal. Donc, j'essaie d'utiliser await sur un code qui est asynchrone, c'est-à-dire une fonction asynchrone, mais qui n'est pas promessifiée. Donc, si je veux avoir la version promessifiée, je dois utiliser, je mets slash ici, après le fs et promise. Voilà, donc l'erreur disparaît pour avoir directement les read files là de façon simple. Voilà. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer peut-être la base de données. Donc, je vais récupérer la base de données, je veux la retrouver. Donc, voilà, je vais la parser, etc. Après, on va créer une autre méthode qu'on va appeler CPD, je sais pas, CPD, avec asynchrone aussi. Donc, on va écrire à l'intérieur. On va spécifier le résultat qu'on aura ici. Donc, dans CFDB, on va passer plutôt, voilà, on passe plutôt la data. On passe plutôt les data. On va venir spécifier ici. Alors, pour la fonction spécifiée, c'est tout simplement, ici, c'est l'objet que je veux spécifier. On va mettre ça en JSON. Je vais mettre ça en JSON. Je vais mettre ça en JSON.
Et puis ici, bah, le nul, ok, mais là, c'est spécifié l'imputation. Donc, 2, 4, ça dépend de vous. Mais 4, selon vos préférences, et tout ça. Le 6 à 2. Pas de souci. Ok. Donc, après, on retourne, on peut retourner, on peut vouloir retourner. Ça va donner un retour. On aura une autre fonction maintenant pour insérer. Voilà. On aura une autre fonction pour insérer, pas un seul i, mais plutôt un seul db. Un seul db. Un peu de 5. Voilà. Ici, on va faire un truc intéressant. Comme on aura un fichier, un seul fichier qui aura la guide, il y aura des tâches à l'intérieur. On va essayer de simuler un peu ce que les ORM là nous font, les bases de données. Donc, on va mettre une valeur parce qu'on doit insérer la valeur dans la base de données. Et on va mettre la table. On va appeler ça table ici, etc. Du coup, on va utiliser maintenant la fonction getDB. Donc, on va récupérer la base de données. Donc, si on veut insérer, on va récupérer la base de données. Une fois la base de données récupérée, elle est passée ici. Donc, on aura un objet manipulable en JavaScript. Donc, on va utiliser la base de données, cet objet-là. On va prendre table. On va push la valeur à l'intérieur. D'accord? Ensuite, quand on finit, bah, on va sauvegarder. Donc, on va écrire dans la base de données. Donc, on va sauvegarder avec CDB. Donc, on va mettre CDB. Et on met la base de données à l'intérieur. On prend un return de la valeur. Si vous voulez installer et tout passe. Ok, donc ça c'est bien, c'est important. Mais on a un autre truc ici, c'est qu'on n'a pas de fichier db.json. Donc il risque d'avoir un problème quand il va essayer d'écrire. Ce qu'on peut faire, c'est créer un fichier, par exemple db.json. On peut le faire manuellement, rapidement. On peut créer un fichier db.json initialisé, d'accord? Mais il nous faut maintenant spécifier son path parce que le chemin ici est différent. Donc en Node.js, on a un autre module qu'on appelle path qu'on va pas vraiment voir ici. Mais ce qu'on peut faire, en fait dans ce cas, c'est tout simplement utiliser le path pour résoudre des chemins. On va pas le faire ici. Mais on est en Node et il faut trouver le chemin absolu vers le fichier db.json. Donc pour ce faire, on va utiliser, c'est-à-dire on vient dans db.json. Voilà. À l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle URL d'importation. OK? Donc, je vais créer une nouvelle URL d'importation. Il y a plusieurs moyens de le faire. Comme je disais, on peut importer par, puis on va le faire avec, il y a un moyen de tout. On va le faire comme ça aujourd'hui. On peut faire const db, par exemple, par, on va créer une variable. On va créer const db par. Et on va utiliser l'objet URL, le constructeur URL JavaScript. Votre URL ici. Donc, ici, on va lui dire, bon, voici où tu dois lire la base de données, voici où tu dois la lire ici, etc. Le problème avec ça, c'est que comme on l'a dit, il n'y a pas de fichier. Si on se met dans le cas, on ne veut pas, il n'y a pas de fichier db.json par exemple. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est créer une fonction qui va l'initialiser au début de notre projet. Donc, on peut créer un truc init db. Donc, ici, on peut maintenant importer un nouvel élément. Voilà, le white file a disparu parce qu'il peut être on va vérifier d'abord si notre fichier existe. Donc, on fait exist, pas exist, ça c'est exist. Ah oui, il n'est pas dans les promesses. Celui-là, il est synchrone. Donc, je le récupère directement dans Node fs. Voilà, il est synchrone. Donc, c'est exist. Voilà, ça. Donc, on va utiliser ça ici. Ça, je vais vraiment faire des impôts parce que le programme est un peu changé. Voilà, donc c'est juste ça. C'est de vérifier si l'élément existe avec le chemin en fait de la base de données. D'accord? S'il n'existe pas, on va créer en fait la base de données avec les éléments à l'intérieur. On va créer les éléments à l'intérieur. Donc on peut utiliser ça ici.
je vais faire une voilà. Voilà. OK. Donc, on peut appeler une idée. Je vais importer ici, juste le lancer, pour voir ce que ça va donner. Si je lance maintenant mon truc, on monte dans le projet, on voit qu'il a créé un DB JSON à l'intérieur, il a mis build user. OK? Donc, ça, c'est bon. Donc, on est OK sur ça. On peut enlever, on peut le laisser ici. Au cas où on se retrouve dans une situation où on n'a plus cette base. À chaque fois qu'il va vouloir vérifier, il va vérifier s'il n'y a pas de base. Il y aura des axes d'amélioration à faire, mais ça, je vous le laisse. Donc, on a notre base de données, on a nos éléments. On va commencer par enregistrer une guide. On va créer un utile. Dans utile, on va créer un fichier qu'on va appeler register.js. D'accord? Register.js sera un niveau d'abstraction qui va nous permettre de récupérer, de performer en fait les différentes actions qu'il y aura sur notre guide. Okay? Donc, on va d'abord utiliser, mettre un premier cas d'utilisation de require. On va maintenant parler de ce que c'est que require. Voilà, donc directement on impose require. OK. Donc, d'abord, si on se rappelle bien, nous, ce qu'on veut comme résultat, c'est que quand on fait manager register, on demande à l'utilisateur, écoute, quel est le nom de la build, c'est-à-dire au manager, bon, quel est le nom de la build, quel est son rang. Donc, il va faire un choix de rang parmi les rangs qui sont. Enfin, donc, on veut un prompt, une interaction entre l'utilisateur et nous. D'accord? Après, on aimerait aussi ajouter un raccourci. C'est-à-dire, si l'utilisateur fait register, il met N, il met le nom, on veut directement sauter le prompt du nom et lui demander directement son rang. S'il met par exemple R et qu'il met le rang, on veut sauter directement le prompt et renvoyer le résultat final. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on va, c'est ça qu'on va essayer d'accomplir ici. D'accord? Donc on va commencer déjà à enregistrer une build. On va créer une fonction register build. Voilà, je pense qu'on va prendre voilà, une paramètre. On prend la build en paramètre. On me demande de... OK. Donc la guilde, on n'a pas parlé ici de la structure de données, on n'a pas fait de modélisation et tout. Donc on va aller sur ça. On va faire comme si on avait une réelle base de données. Donc, on aura un ID. Okay. On prend la date. On aura un name. Donc le name, ça sera guild name. On aura, je sais pas, un rang. Voilà, donc il n'y aura que ces deux valeurs-là, je crois. Il n'y aura que ces deux valeurs-là. Donc au final, je pense que je vais être structuré. Qu'est-ce qui sera etc. On aura aussi un tableau des tâches. On aura un tableau des tâches. Donc un tâche, c'est un tableau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, on a notre utilisateur peut-être qui. Ah, OK. OK. On a notre utilisateur qui va ajouter une build. Donc c'est ici. On va récupérer la base de données. On va faire const dd. On va faire get, donc get, const dd. Ah, tu dois insérer dans la base de données. Donc on fait const, voilà, guide. On met le nom. Donc si on vient dans DB, on se rappelle que insert DB prend la valeur quand on veut insérer la table. Dans notre cas, on récupère cette propriété JSON en objet. Donc quand on récupère la base de données, quand on récupère la base de données ici, dans le DB ici, on récupère la base de données, automatiquement on va compter sur la table. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va ajouter la guide, la nouvelle guide, on va ajouter dans la table, etc. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut recréer la guide ajoutée. OK. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'utiliser les prompts require. Donc on va faire une introduction à require. C'est un package, comme l'a dit, qui va permettre de gérer la partie interaction avec l'utilisateur. Donc vous pouvez aller sur la documentation, taper require, il y a une pléthore d'informations dessus. Donc on a toutes les informations que vous pouvez voir pour le cas de l'utilisation de l'exemple. On va vraiment faire un exemple basé ici. Voilà, aller rapidement dessus. OK. Donc ce qu'on veut, c'est générer un prompt. Voilà, on veut afficher à l'utilisateur
une série de prompts. Voilà, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Vous dites, donc il a tout, il gère tout, que ce soit des listes de choix, des selects, etc., ou bien des textes directs. Inquire nous permet facilement de gérer ça. Donc, le deuxième truc qu'on va créer, c'est register prompt. Donc, on va créer un register prompt. Voilà, on va créer un register prompt à l'intérieur. Voilà, on va essayer de mettre ça. Donc, dans notre cas, d'abord, on aura, il a mis prompt ici, mais c'est inquire. Donc, on va importer inquire. Et on va prendre la propriété qui nous donne, c'est la propriété prompt. OK? Je donne accès à la propriété prompt. La propriété prompt est un tableau qui prend des objets. Donc, les objets, il y a le type d'abord d'input. Ici, texte, ça n'existe pas, mais ici, copilote. Donc, le type, c'est input. Le nom. Donc, nous, notre nom ici, on va mettre name. Le message, c'est le nom de la guide. Et puis, on va ajouter quelque chose un peu plus tard. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va aller avec ça. Voilà. Donc, on a le type. La première question qu'on veut poser, c'est le nom de la guide. La deuxième question, c'est plutôt un choix. C'est plutôt un choix. Donc, c'est ici. Voilà, l'input de type, c'est liste. On va appeler ça rang, que c'est là qu'on va demander en fait le rang de la liste. Le tiret de description, ça sera le rang de la liste. On va maintenant utiliser ça, mettre en pratique, pour voir si on n'a pas encore foiré quelque chose. Donc, on revient dans commande. On revient dans register. Donc, on va dans commande. On vient dans notre commande register. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord dire, OK, on a register. Pour le moment, la description. Dans l'action, ça sera une fonction asynchrone. D'accord? Il nous donne une fonction fléchée, mais on peut utiliser une fonction asynchrone. On va voir pourquoi. Avec la fonction asynchrone, pour une raison que j'ignore, je ne sais pas si ça passera ici. Voilà, ici même programme, j'ai même plus de ça. C'est bizarre quand même. J'ai utilisé programme, ça marche directement. Pourtant, j'ai même pas passé ça. Ou bien j'ai passé ça. Ah oui, j'ai passé sans programme. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Donc, j'avais eu un problème une fois, plusieurs fois en même temps, j'utilise ce package pour obtenir les options. Voilà, donc pour le moment, on va utiliser cette méthode automatique. Donc, on a la fonction en reset, register, ça fonctionne. D'accord? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va proposer notre série de comptes. Donc, l'utilisateur tape register, ce qu'on va lui dire, c'est OK. On veut récupérer les données que l'utilisateur aura validées et puis register compte. D'accord? OK. Donc, si on revient quand on exécute register, il y a une erreur, OK. Elle n'oublie jamais le point JS, très important, on n'est pas en TS. Ok, c'est bon maintenant. Ok, ça marche. On va voir où là. Non, l'enregistreur. On est bien ici. On peut mettre peut-être une ok. Voilà, on reset pour voir. Ah putain, le tracking. Ok, donc c'est bon. On va oublier de mettre le JS UDP par rapport. Donc maintenant, si on tape notre élément qu'on met manager register, on nous pose maintenant la question. On va tester pour voir si ça fonctionne. Donc, on a ça. On va mettre, OK, je veux peut-être, je sais pas, une nouvelle digitale. Voilà. Et puis, il y a un petit souci. On a oublié un élément capital qui va me demander le rang de la guide. Je peux choisir entre A, B, C. Voilà. Moi, je peux faire ça. Okay. On va faire ici en console. Puis, on va consolider data. Ok, voilà. Donc, on récupère NIM, ASD, rang. Ce que nous, on veut faire maintenant, c'est de pouvoir ajouter, donc de pouvoir ajouter ça dans la base de données. Du coup, on va utiliser notre register guide. Alors, on va utiliser notre register guide. Donc, on met register data. D'accord? Et on va maintenant recommencer le truc dans le register. Peut-être on met le nom de la liste, etc. Peut-être on met ABC. OK? Donc, ça, c'est bon. Si on vient dans la base de données, on doit voir qu'il a ajouté ça.
Donc, il a ajouté le ID, la tâche, le nom et le rang CC. D'accord? Donc, ça, c'est déjà bien. Mais on veut améliorer ça. Au final, ce que je pourrais faire peut-être, si je récupère, c'est-à-dire ici, le registre guide, je récupère la guide qui a été ajoutée. D'accord? Donc, je peux récupérer la guide ajoutée. Donc, je sais pas quoi, je pense qu'on aura fini. Je pense qu'on aura fini. Donc, on a construit guide. Je peux ajouter, je peux récupérer la guide ajoutée. Et on va utiliser maintenant chaque. Le paquet chaque va juste permettre de faire des consoles log, mais avec des couleurs. C'est juste améliorer, amener du style à nos éléments. Donc, ajouter des couleurs, etc. Donc, on va dire que bon, la guide, on va aller avec, on va aller avec donc, la guide, a été créée avec succès. Donc, le guide a été créé avec succès. Etc. Bon, on va le faire rapidement. Register, register, étape, le nom de la guide, c'est Arielus. Le rang, c'est A. Voilà. Donc, on va avoir encore le même problème. Pourquoi il n'a pas fait sortir le truc? Ok. Juste cette fille. Je demande à toi de ok. Ça, c'est bon. Ok. Donc, je vais maintenant rapidement A. Ça sort encore, mais je ne peux pas forcément me faire voir le chat que j'ai ajouté. Pourquoi il fait ça? Un peu bizarre. Un peu bizarre. Commande. Oui. Avec la sorte. Ah oui, ok. C'est mon utilisation de chaque qui n'est pas correcte. Alors, chaque permet en fait de styliser le texte, mais il faut quand même le mettre dans la console. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai stylisé quelque chose et je l'affiche pas dans la console, mais je veux quand même que ça s'affiche. Voilà. Ça, c'est la vie des devs. Parce qu'on est en masterclass, sinon elle est tirée. Non, c'est pas ça en fait. Normalement, si je resserre rapidement avec un truc. Voilà. Donc, je mets la guide ASD a été créée avec succès. Donc, ça, c'est le premier point. Très intéressant. Ce qu'on veut maintenant, on a parlé, c'est ajouter des raccourcis, des options pour des flags. Donc, si je mets "name", moi, je voudrais directement pouvoir ajouter le nom. Si je mets rank, je peux directement ajouter le rang sans forcément passer par des questions recursives. Donc, il nous donne, Commander nous donne une fonction. Donc, il nous donne une fonction qu'on peut nester, c'est-à-dire on peut chaîner ici. Donc, c'est la fonction option. D'accord? Donc, dans option, on peut définir par exemple le premier. On va dire que c'est N. D'accord? Ça, c'est le nom, c'est l'option raccourci. Donc, on peut mettre dash name pour l'option longue. Si quelqu'un veut utiliser dash name, utilise souvent, c'est plus parlant. Et puis, on a une propriété, c'est-à-dire qu'on va prendre un argument. Donc là, on ajoute un premier argument et qui est requis. On va peut-être, on va juste mettre guide. Pour être plus explicite, c'est écrit guide name, pas de problème. D'accord? On peut mettre une description. Donc, le premier argument, c'est la commande, etc. Le deuxième argument, c'est une description. Donc, on peut mettre, par exemple, nom de la guide. Voilà, donc, enregistrer le nom de la guide. Donc, on peut faire la même chose. Donc, on prend option, un point, on copie, on met, je passe ici à la ligne. Ah, putain, il faut que j'active. Regardez, pour quand le formateur n'est pas activé, no. Donc, c'est pas grave, c'est non, le formateur marche pas. Bon, il va marcher maintenant. Ok, d'accord. Donc, on a ajouté name, donc on va ajouter R ici, on va mettre rank. Voilà, donc rank, ça sera le rank, on va mettre juste le rang de la liste. D'accord.
Donc, on aura bon, ok, donc on va ajouter ça. Maintenant, pour récupérer, ce qu'on veut faire maintenant, c'est récupérer les options qu'on a ajoutées. Donc, pour récupérer les options qu'on a ajoutées, on va utiliser le 10. Donc, j'ai utilisé la fonction qui est ici pour pouvoir utiliser le 10 qui est à l'intérieur. Donc, le 10 va me ramener certaines, en fait, propriétés. Donc, ici, moi, ce que je veux, c'est renvoyer le name, renvoyer le rank. Ok, donc je vais renvoyer le rank et je vais récupérer ça 10 avec la fonction OPTS. D'accord? Donc, je peux essayer peut-être de faire un console log rapide. Ça, je sais pas si on reçoit ça. Donc, maintenant, si je fais register et que je tape name, que je mets un nom, vous voyez que dans name, j'ai le nom que j'ai mis. Et il me demande toujours le prompt. Voilà. Et il me demande encore toujours le prompt. Mais c'est pas grave si je fais R, si j'ajoute peut-être R et tout. Voilà, il va me renvoyer aussi R. Ok. Donc, ce que nous on veut faire, c'est qu'en fonction de, et si j'ai passé pour l'option et tout, bah, moi, tu vas pas me demander de créer le truc. Donc, on va ajouter dans le registre prompt, on va ajouter une fonction. On va modifier un peu le registre prompt. On va dire qu'on prend peut-être des infos. Ok. Maintenant, il y a une propriété when. On lui dit quand tu dois poser la question. Donc, on va lui dire, bah, tu poses la question seulement si on n'a pas défini de nom par option. Ok. Donc, on va faire le when comme ça. On lui dit, bah, c'est quand tu n'as pas défini par option. Ici aussi, pareil. On va lui dire, bah, quand tu n'as pas défini de rang par option. Ok. L'étape finale, maintenant, c'est de dire, bah, imaginons qu'on ait maintenant tous les éléments. Donc, on peut faire if à l'intérieur. Donc, si on a info.name, ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait faire directement sur la info.name, je dis que la guide qu'on a ajoutée, voilà, le nom sera info.name. Si c'est rang, ça sera rang.name. Directement pour reprendre le processus de création avec les bonnes informations. On va sauter complètement en fait le compte. Du coup, si on réessaie et que je tape N, je vais créer un nouveau truc N, puis que j'appelle id 1. Ok, voilà. Donc, si je mets peut-être guild 1, on va me demander directement de mettre le rang parce que j'ai déjà choisi le nom en paramètre. Voilà. Donc, si je vérifie ici, je peux voir que, ok, on a ajouté, il a ajouté le dernier avec le rang, bien sûr, et le nom de la mise. Donc, ça, c'est bon. Après, on pourra tester. C'est à la carte, donc, on pourra tester. C'est pas mal. Donc, on a notre premier résultat. Ce qui sera important, c'est qu'on va pas toujours aller dans la liste des éléments pour voir, on va pas toujours aller pour consulter dans le fichier ici, la base de données. Donc, on va créer un nouveau programme, on va créer une liste. Donc, c'est les mêmes fonctions, hein. C'est les mêmes fonctions. Donc, on va vraiment aller vite là, en par exemple prenant ces fonctions-là et puis on va les copier, coller. Donc, je vais utiliser une commande, je vais récupérer la liste. Voilà, donc il y a la liste. On va pouvoir expliquer ça. Ok, d'accord. Donc, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est la liste des. Ok. Donc, dans la fonction register, je vais ajouter une nouvelle fonction. Je vais ajouter une fonction qui va me lister. Donc, si je viens dans register ici, c'est la même fonction. Donc, c'est le même processus. Dans liste view, tout ce que je vais faire, c'est récupérer la base de données avec le getDB. Donc ici, c'est plutôt getDB avec petit b. Et puis, juste retourner la liste au final. Donc voilà, ça sera le cas de liste. OK? Donc, je reviens ici. Je vais dire, OK, moi, je veux la liste. Ça, on va mettre en commentaire pour le moment. Parce qu'on n'est pas encore à la tâche. Donc, je veux la liste des fields. Donc, je veux faire la liste. Donc, je veux maintenant mettre une commande. Quand je tape liste, je veux que tu me renvoies la liste des fields. Donc, on va taper ça, on va tester pour voir si ça fonctionne. Donc, au lieu de mettre register, on va mettre liste. On va voir si ça fonctionne. Donc, quand il y a le truc, c'est pas un programme. Ah oui, j'ai mis en dehors de la fonction principale. Ok, on va essayer ça.
C'est pas important. C'est bon. Tout est là. On reset. Et oui, tout est ok, donc si on tape maintenant, on aura par exemple liste des on aura la liste des éléments qu'on a. Si on va pas faire du truc de suppression, ça devient bourrin. Vous pouvez trouver une meilleure solution pour appliquer ça, mais c'est le point. Donc, on va passer maintenant, puisqu'on a listé les tâches, on va passer à l'ajout des tâches. Donc, c'est le même processus pour les tâches. Donc, on va venir on va créer un nouveau fichier, on va faire task.js. Il aura les mêmes informations que register. Donc, à savoir, lister la tâche, ajouter la tâche, et puis un prompt pour récupérer les informations de la tâche. Sauf que si la tâche, ce qu'on n'aura pas, c'est tout simplement, on va dire, tout ce qu'on n'aura pas, ça sera les raccourcis, donc les options pour paramétrer ça. Donc, dans tâche, on va directement faire copier-coller brut, que c'est les mêmes choses. Donc, vous allez voir, on enregistre l'attaque, on va voir si c'est complété ou pas. Voilà, on va mettre un await ici, on va récupérer, c'est les mêmes choses. Donc, on a le prompt de la tâche qui est ici. Voilà, donc c'est priorité de la tâche, on choisit aussi les trucs de la tâche. Voilà. Donc, dans les commandes, on revient, la fonction pour tâche ici, c'est add. Donc ça, je viens en commande. Je viens ici, sur tâche. OK. Donc, on est là. Donc, on va tester la nouvelle commande ajouter une tâche. Ça qu'il me dit await, ça c'est pas là. Donc, je vais ajouter. Je vais voir si j'ai tout bien importé. Tâche. Ça aussi bien importé. Pas que chaque est déjà là. Maintenant, dans task, c'est bien importé. Ça n'existe pas. Donc, je prendrai. Il y aura ça. Un petit peu. Avec un petit peu ici. Un petit peu ici. Faire ça aussi. Yes. OK. Et je crois que je fais un set. Voilà. Donc, je pense que là, on est bon. On va voir ce que le terminal nous dit. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de dire manage field. On va ajouter une nouvelle tâche. Voilà. On va ajouter une nouvelle tâche. Donc, on fait add. Si on tape add, voilà, il va nous demander le titre de la tâche. Donc, peut-être c'est, je sais pas, détruire. Détruire, je vais mettre un peu détruire, le filage, le PHP. Voilà. PHP ici. Ça peut être une tâche. Le rang E. OK. Voilà, je suis dans les deux le rang E ici. On va définir une date. Bon, juste mis la date, tout ça, pour faire sur l'engagement. On va pas faire on va dire OK. Là, il me dit push. Il y a une erreur. Ah, il peut pas lire quelque chose sur OK, pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que ici, c'est user. Ça, c'est fou, ça. Ça signifie que dans le DB, quand j'ai initialisé ici, il y a mis user au lieu de classe. OK. Voilà, je comprends. Donc, si vous avez la même erreur pour ceux qui suivent, je sais pas, c'est classe. Là aussi, je reprends, tâche, et je vais bien pour le coller. Alors, un peu, à droite, etc. Là, c'est aussi, voilà, ok. La tâche est ajoutée avec succès. Donc, on vient de voir aussi qu'il a écrit directement notre fichier, il a ajouté notre tâche. On n'a vraiment pas de problème avec. On peut venir maintenant ajouter dans le même processus que les guides. Donc, on peut venir juste décommenter ici, parce que ça, on va lister aussi les tâches. Donc, dans le même processus, on peut venir récupérer la liste des tâches et l'afficher. Voilà. Donc, si je fais maintenant peut-être manage, ça va afficher et la liste des guides et la liste des tâches. En fait, il y a des axes d'amélioration. Ça aurait pu être une fonction qui allait consolider, voilà, qui allait faire un console log bien détaillé, écrit, guide, ça séparé. Si vous voulez, vous pouvez utiliser Flexbox, vous êtes des doigts, il n'y a pas de problème. Mais là, on liste nos tâches. Il n'y a pas de souci.
Donc, une fois qu'on a des tâches, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'assigner une tâche. D'accord? On va assigner une tâche. Du coup, donc, je crois que vous avez compris, hein, le truc n'est pas très, très complexe pour un CLI. Voilà, j'espère que quand même, je ne vais pas trop vite certains points. C'est pas très complexe comme CLI, c'est juste en fait un commandeur qui nous permet avec des fonctions chez de faire telle chose. D'accord? Donc, c'est toujours le même principe. Ici, on a le programme, donc on va récupérer la commande. Donc, on va ajouter ça ici. Donc, c'est dans register, peut-être. Donc, on a register ici. On a la liste. On a peut-être à ajouter en bas. Peut-être que la liste, je peux enlever, mettre tout en fond du programme, peut-être après le add. Donc, voilà. Donc, on a encore l'objet commande. Donc, on utilise la fonction commande pour définir la commande qui va être exécutée. Donc, ici, c'est assign task. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est assigner des tâches quotidiennes. Bon, on va assigner des tâches quotidiennes au fil. Ce sera pas un truc complexe. Il n'y a pas d'algorithme de recommandation ici et tout. Avec juste un truc simple. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est récupérer la guide, récupérer les tâches, louper sur les tâches. Voilà, là, je vois que c'est Guillaume qui va me dire, ouais, il préfère for off. Ça, c'est pas important. On va laisser ça pour ça, le rouge, là. Donc, on va récupérer la tâche. Une fois qu'on a la tâche, ce qu'on va faire, on va vérifier si la tâche est complétée ou pas. D'accord? On va vérifier si la tâche est complétée ou pas. Si la tâche est complétée, bah, tu retournes. Je veux pas que tu assignes une tâche complétée à une guilde. Je veux vraiment pas que tu assignes ça. Quand la tâche n'est pas complétée, tu passes. Donc, ce que je veux, en fait, c'est assigner les tâches en fonction du rang. Donc, ce que je fais, je vais juste faire un guild find. Je cherche, en fait, la guilde dont le rang est similaire à la priorité de la tâche. Donc, pour la guilde, c'est rang. J'aurais pu mettre une propriété rang dans tâche. Je me rends compte, je sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça. Et voilà. Donc, une fois que j'ai cette guide-là, à l'intérieur, je vais ajouter l'ID de ma tâche. Voilà, c'est tout. Donc, je vais ajouter l'ID de ma tâche. Donc, je pourrai plus tard, encore avec list tâche, faire une fonction get tax par ID. Donc, ça dépend maintenant de vous. Vous pouvez ajouter comme vous voulez, etc. Et on aura les informations. Donc, après, ce que je fais, c'est que j'ai juste consolidé la guide de la tâche. Je sauvegarde dans la base de données guide et tâche. Ça, c'est un truc, on va peut-être repasser sur la fin. Ça, c'est un truc qui peut être vraiment amélioré. Pas de souci dessus. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, si bon, les tâches quotidiennes étaient assignées. Donc on va vérifier si ça fonctionne. Et donc on fait manage guide list, on va assigner une tâche. D'abord, on va faire la liste. Bon, on va juste assigner une tâche. Vous pouvez oublier. Pour ça qu'il fallait CNI. C'est une tâche. On va vérifier si ça fonctionne. Voilà, ok. Et oui, c'est DB, bien sûr. Ça, c'est pas bon. Nanana. Ce truc, c'est pas. C'est une taxe. Ok, c'est bon, c'est ok. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est enlever le gros console qui vient prendre la place là. Peut-être filer un peu le truc comme ça. Donc, on va prendre la tâche. Bon, ah oui, C. Donc, on va voir qu'il n'y a rien qui a été ajouté. Si je regarde dans la liste, si je fais un register list encore, voilà, il y a il y a aucune tâche qui a été associée ici parce que j'ai créé des guides de rang, le rang A. Donc, ce que j'aurais pu faire, peut-être, au lieu de faire une égalité, peut-être de vérifier, etc., prendre le A, donner la petite CPV, faire une petite vérification, pour dire, bon, une guide peut se recevoir les classes E, mais on va pas faire ça ici. On va créer peut-être juste une classe, une tâche, on va add une tâche de type A. Donc, on va apprendre PHP. Voilà, c'est une tâche très complexe. On va ça de type A. Voilà, 06, peut-être. Ok. Donc, on a ajouté la tâche, on va relancer assign task. Voilà, ça a fonctionné. On va refaire la liste. Voilà, on peut regarder maintenant que dans cette tâche, dans la première tâche, en fait, il a trouvé, il a assigné, il a donné, en fait, un tableau d'ID. Donc, lui, c'est un tableau d'ID qui n'est plus vide. Je viens de me rendre compte que, bon, il y a des trucs à voir. Pourquoi il n'a pas assigné à d'autres? Il a déjà assigné à un. C'est un peu random. Après, il faut créer un truc peut-être aléatoire et tout. Bon, là, c'est juste ça. Donc, là, on a task qui a été assigné. Si on veut bien voir ce qui s'est passé, ici, on voit que, OK, on a l'ID tâche. OK? Donc, ça, je crois que c'est le corps de notre truc, le corps de notre élément. On n'a pas de souci. On aimerait ajouter peut-être des fonctions peut-être pour compléter une tâche. Parce qu'on avait ajouté un compléting. Tu me rappelles une tâche. Donc, on peut ajouter des fonctions pour compléter une tâche.
Voilà, donc on a mis un false. Donc ça, c'est completed. Moi, je crois que c'est completed juste. Ok, donc ça, c'est un programme completed. Ok, et on va passer l'ID de la tâche. Donc on ajoute encore après add, comme ça concerne la tâche. On aurait pu bien séparer les fichiers. On va ajouter un nouveau programme. Voilà, ce sera commande completed. Donc on aura l'ID, la description, d'accord, marquer une tâche comme complétée. Okay, donc on aura A5. Ici, en fait, on va récupérer l'ID. Tout ce qu'on faisait jusqu'à présent, quand on mettait commande, par exemple, c'était juste complete. À l'intérieur, on peut signifier l'argument qui va être passé. D'accord? Ici, en mettant dans les chevrons, on dit que l'argument est récupéré. Comme on l'a vu, si on mettait dans les brackets, c'est pour dire que c'est optionnel. Donc, on attend un ID qui veut compléter une tâche. D'accord? Donc, dans action, la fonction asynchrone, cette fois-ci, qui est une fonction fléchée, va prendre un premier argument. Le premier argument, c'est le ID. Le deuxième argument, ce sont les options. On n'a pas utilisé cette méthode-là parce qu'il y a des bugs, je pense, avec Commander ou bien avec ma manière d'avoir implémenté ça dans ce projet. C'est pour éviter ça qu'on a utilisé juste le function type this au PTS. Donc, c'est ce qu'il va faire ici en amont. Quand on arrive sur le ID, quand il va devoir récupérer le deuxième objet sur fonction. Donc, ici, on récupère la première valeur, ça va concerner l'argument qui est passé ici. OK? Donc, on récupère la liste des tâches. Voilà, on n'est pas obligé de consolider le ID. On va chercher maintenant une tâche. Donc, je prends la liste des tâches, je fais juste un find. Je cherche dans la tâche, en fait, le ID qui est égal au ID qui est dessus. Comme c'est un timestamp et que c'est des entiers, bah, il faut juste convertir. Voilà, le ID que moi je passe côté utilisateur, ça sera une chaîne de caractères, donc c'est converti juste en nombre en mettant ce plus-là devant. Donc, il y a le pass int que vous pouvez utiliser, hein. Ça dépend de vous. Mais si vous voulez faire raccourci, vous pouvez mettre le plus devant pour convertir une chaîne de caractères en nombre. Voilà. Donc, une fois que la tâche a été trouvée, ce que je fais, c'est que automatiquement, je mets completed à true, je récupère les guides. Ça, c'est juste pour pouvoir ne pas écraser en fait les guides précédentes dans mon projet. Et puis voilà, je sauvegarde encore dans la base de guides les tâches complètes. Si j'ai rien trouvé, je dis bah je vais pas. Voilà. Ici c'est dit, c'est bien important. On va tester ça. Ok, donc complete, complete. Ici on fait complete. On peut prendre un ID d'une tâche. On peut voir la liste. Donc on peut prendre la liste. On va créer une tâche. On récupère son ID, c'est pas complété. Voilà, on revient. Je mets l'ID de la tâche. Voilà. Donc il me dit que la tâche est complétée. Donc si je refais maintenant le list, là je vois que la tâche en question est passée complétée à temps. D'accord? Donc franchement là, je pense que on a fait le petit tour. On a implémenté nos fonctionnalités de base. C'était juste ça, c'était juste pour apprendre à utiliser Commander, apprendre à utiliser Inquire, apprendre à utiliser peut-être d'autres packages. Donc, il y a Shalk, c'était juste pour ajouter des colorations à nos éléments, donc tout ça en vert. On peut voir un autre module, donc on a vu le module FS, on peut ajouter un autre module, ce sera le module système. Donc, on suppose que peut-être on veut voir les informations de notre système, les informations, je sais pas, on va considérer que notre monde voilà, des informations, peut-être là, chez nous, ça sera la taille en giga, et puis le nom, type en fait de produit dessus. Donc ça, pour ce faire, on va utiliser le module OS. D'accord? Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut écrire ici, un nouveau programme. Donc je suis sorti. Donc on va ajouter un truc qu'on va appeler peut-être programme système info. Donc on va appeler programme commande système info. Voilà, donc on va appeler ça système info. Ici. Bon, info 6. Information. Donc, mettre info 6. D'accord? On va mettre une petite description. Une petite description. Information sur le monde. D'accord? Ok. Donc,
Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en fait récupérer par exemple l'information de notre ordinateur. Donc, on va utiliser le module OS. Donc, le module OS, en fait, c'est tout simplement un autre module hein, comme FS qu'on peut importer tout en haut ici. Donc, je peux ici être tout en haut, importer OS, donc juste OS, node, le point OS. Voilà. Donc, il permet juste de récupérer les informations sur l'ordinateur. Sur le serveur, ça peut être très pertinent pour afficher certaines métriques, le temps, par exemple, qui a été pris pour exécuter une certaine fonctionnalité, une tâche, et peut être intéressant pour ça. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va juste faire le fameux console log. On a fait tellement de console log. Voilà. On va même blue, information du monde. Là, on va faire une séparation. On va afficher les ressources. OK. On va afficher en fait dans le type. On va afficher le type. Le type. Mais, non. Non. Et là, on va prendre, il y a plusieurs méthodes. Hein. Donc, on va prendre OS, on va mettre type, on va peut-être afficher la mémoire. Et mémoire, je sais pas. C'est free tu vois. Donc, pour voir la mémoire, c'est free name. C'est pas fait comme si j'étais en train de réfléchir à une façon mathématique. C'est juste ça que je peux pas de copier-coller. Voilà. Et on va limiter le calcul un peu. Là, je peux c'est pas évident. Pour l'instance, oui, c'est pas évident. Ah ouais, mais quand il faut faire ça. Ok, voilà. Simple, je vais changer le préfet. Le 6. Voilà, donc on aura le nom. Ça sera Linux ici. On a mis le nom, c'est Linux. Bon, après, peut-être le nom. Voilà, donc le nom du monde, le mode, monde, il va mettre Linux. Donc, il a récupéré le titre. Il va mettre Linux. La mémoire. Voilà, c'est pas beaucoup il n'a pas fixé en fait. Ah, oui, je connais. C'est sorti. Ok, voilà. Intégration faite. Ok, ok, donc voilà les gars. Donc c'était tout. C'est tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Donc c'était juste une petite introduction avec Node.js, comment créer un CLI avec Node, comment configurer un CLI, etc. Donc on a un CLI qui fonctionne. Hein. Peut-être tout supprimer pour commencer. Et voilà, donc on a plutôt des voilà, ça a été intéressant.